Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la V Collection 6 d'Arturia qui vient juste de sortir il y a quelques jours. Donc j'ai essayé de faire cette vidéo assez rapidement car c'est bientôt Noël 2017, je précise, si jamais vous regardez cette vidéo dans les années futures. Et ça pourrait certainement être une très bonne idée de cadeau, d'autant plus qu'il y a une sacrée ristourne pour l'œuvre de lancement qui vous fera économiser 100 € sur le bundle. Donc avant de parler prix et mise à jour, on va quand même s'intéresser sur ce qu'est réellement en fait la V Collection d'Arturia. Alors un petit mot d'abord sur Arturia si vous ne connaissez pas, donc c'est une société française qui a été fondée en 1999 par deux ingénieurs, à savoir Frédéric Brun et Gilles Pomeroy, respectivement violoniste et chef d'orchestre. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ils ont commencé à travailler sur la reproduction de synthétiseurs analogiques, les vrais synthés physiques d'époque, pour les mettre à disposition de tous sur nos ordinateurs, ce qu'on appelle des synthétiseurs virtuels. Bien évidemment, ça s'est pas fait en 2 secondes, et ce qui est bien avec Arturia, c'est qu'ils ont souci de la précision. C'est-à-dire, quand ils font une émulation d'un instrument, ils vont vraiment jusqu'au bout. Alors, au bout de quoi ? Ils vont jusqu'à émuler le moindre détail, la moindre réaction sonore d'un paramètre sur un autre, le comportement par exemple d'un bouton qui pourrait générer, je sais pas, par exemple des artefacts ou des petits bruits avec des tensions au niveau du voltage. Donc, pour gérer fidèlement en fait tous ces comportements, ils ont créé un algorithme, le TAE, le True Analog Emulation, qui a pour finalité en fait tout simplement de reproduire le comportement de tous ces circuits analogiques. Donc le TAE, lui, il va recréer fidèlement les caractéristiques des oscillateurs analogiques, des filtres analogiques. Il va même jusqu'à contourner l'aliasing qu'on peut retrouver notamment dans les synthétiseurs numériques, quand on module les hautes fréquences. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque c'est pas l'objet de ce tuto. Donc, je disais oui. Donc, on a eu aussi une modélisation des circuits de filtrage, des filtres qui sonnent vraiment analogiques. Donc ils sont même allés jusqu'à reproduire en fait le comportement même d'un petit bouton de soft clipping, c'est-à-dire l'écrêtage, un écrêtage doux qui limite le courant pour éviter d'avoir un signal trop fort. Sans rentrer trop dans les techniques, du coup ça nous permet en limitant justement ce courant de permettre au filtre d'entrer en auto-oscillation comme sur les vrais synthés d'époque. Comprenez en fait ici qu'on a vraiment une émulation au plus proche de l'instrument analogique réel. Alors, chez Arturia, il n'y a pas que des émulations également de synthé, il y a aussi des reproductions d'instruments acoustiques et électriques. On a vu qu'avec le TAE, on contrôle la modélisation des circuits analogiques, mais comment faire pour les instruments de type marteau, comme les pianos ou les cordes? Eh bien, grâce à la modélisation physique. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, mais c'est important de savoir que ça existe. La modélisation physique consiste de façon simplifiée à reproduire les sons à partir d'un modèle informatique, c'est-à-dire avec des calculs mathématiques et des algorithmes, qui va prévoir en fait la réaction entre divers composants physiques et électroniques. On utilise d'ailleurs le même genre de processus scientifique pour calculer par exemple les conséquences d'un tremblement de terre et autres. Donc retenez qu'avec ce genre de modélisation, on restitue toute l'expression et la finesse de l'instrument sans avoir recours au sampling, c'est-à-dire à l'échantillonnage sonore, qui, comme on sait, est très gourmand en mémoire de stockage sur nos disques durs. Alors maintenant, ça serait sympa de voir le résultat de tout ce travail, du travail de ces ingénieurs qui ont vraiment fait un travail extraordinaire. Alors là, maintenant, donc, qu'est-ce que la V Collection? La V Collection, c'est tout simplement un bundle, c'est-à-dire un regroupement de l'ensemble des instruments qui sont développés par Arturia, c'est-à-dire ces 100 ans d'instruments à clavier, parmi les plus connus au monde, dans un seul et même logiciel, avec plus de 6000 sons, 6000 patchs, qui sont répartis en 21 instruments. On a donc le synth clavier, on a le B3, on a le Mini, on a le Stage 73, il y a le Matrix 12, on a le Farfisa, on a le Solina,
On a le SEM, on a le Wurli, on a le Jupiter 8, on a le Harp 2600, le CS80, le Prophète, le Vox Continental, le Modular et les dernières nouveautés donc donc ça c'était, on avait déjà tout ça dans la version 5, et dans la version 6 on a en plus le Clavinet, le CMI de chez Fairlight, le DX7 de Yamaha, le Buchla Isol, plus connu sous le nom de Isol, et une mise à jour, une version 2 de piano, on verra les nouveaux pianos, ainsi que Analog Lab 3, qui est un laboratoire à son en fait qui regroupe tous les sons dans une seule et même interface. Je vous invite à aller consulter ma vidéo sur le fonctionnement, justement j'ai expliqué sur l'Analog 2, comment il fonctionnait, en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Alors Analog 3 peut s'acheter également séparément, afin d'utiliser les sons de la V-Collection, mais vous ne pourrez pas les éditer. Alors la question à se poser, c'est pour quel public? Alors je dirais pour toutes les générations, du nostalgique des musiques de Jean-Michel Jarre, de Michael Jackson, Depeche Mode, Stevie Wonder, Dire Straits, Peter Gabriel, Michael Field, Art of Noise, Tears for Fears, Alan Parsons, Duran Duran, jusqu'aux musiques électroniques actuelles. Alors je vois déjà le petit jeune qui m'écoute et qui pensera certainement que oui, mais c'est des vieux synthés avec des sons tout pourris, c'est pour les vieux. Moi j'ai les derniers synthés top niveau, je peux moduler tous mes paramètres les uns avec les autres, j'ai des sons modernes. Eh bien si tu penses ça, je te mets un petit strike. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est qu'Arturia a encore une fois pensé à tout, c'est parce que les ingénieurs sont allés au-delà même des fonctionnalités natives des instruments, en proposant en fait des équipements supplémentaires du genre pour un synthé, rendre un synthé qui est à la base monophonique en polyphonique, rajouter un arpégiateur, ça se fait quasiment dans tous les plugins de synthé actuels, ils ajoutent des oscillateurs supplémentaires, des LFO supplémentaires, des filtres supplémentaires. En fait, on a vraiment tout le kit nécessaire pour créer en fait des nouveaux sons qui sont très riches, avec soit des sonorités vintage, mais si vous le voulez, ou tout simplement de sélectionner en fait le son que vous souhaitez. En fait, dans le navigateur, on va le voir, qui est plus intelligent qu'avant, qui affichera aussi un résultat optimal correspondant au son que vous souhaitez rechercher. Alors, chaque instrument ici fonctionne en standalone, c'est-à-dire directement dans votre ordinateur, sans le séquenceur hôte, ou en tant qu'instrument virtuel, c'est-à-dire en tant que plugin VST Audio Unit ou AX. On a une interface graphique ici qui est en haute résolution. Si vous utilisez par exemple des grands écrans, on peut mapper, c'est-à-dire assigner la majorité justement des paramètres des instruments virtuels sur vos contrôleurs MIDI. Donc un point essentiel également, c'est qu'on a une documentation qui est très riche et très bien expliquée, et en plus en français s'il vous plaît. Un autre paramètre aussi qu'on oublie souvent, c'est le poids des fichiers. À la concurrence, pour certains bundles, il va falloir 1 ou 2 disques pour stocker en fait tous vos instruments. Ici, on a juste 753 Go avant l'installation, donc pour l'ensemble de tous ces instruments. Donc c'est, oui, effectivement, la synthèse, ça ne pèse pas lourd. Le prix officiel est de 499 €, avec un prix de lancement à 399 € jusqu'au 10 janvier 2018. Pour le prix de la mise à jour pour les possesseurs de la V5, ça sera 199 €. Pour les utilisateurs d'Analog Lab, donc le prix est de 145 €, avec une offre de lancement à 99 €, et la mise à jour est gratuite pour celles et ceux qui ont déjà une licence Analog Lab. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas accessible à toutes les bourses, mais regardez le prix individuel de chaque instrument et vous y retrouverez vraiment super vite. Surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit en fait, c'est que c'est pas parce qu'on utilise des émulations d'instruments vintage qu'on ne peut faire que du vintage. Bien au contraire, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du gros son, et croyez-moi.
Pour les utilisateurs qui connaissent déjà la V collection, je vais vous présenter donc les nouveautés de la V6. Je ne vais pas vous présenter tous les instruments, mais uniquement les 4 nouveaux instruments, plus la version 2 de piano et d'Analog Lab qui passe à la version 3 avec un nouveau moteur de recherche plus intuitif. Alors donc on va découvrir le clavinette, qui est donc un clavier de chez Honor, fabricant aussi d'accordéons, sorti dans le milieu des années 60. Donc c'est un clavier électrique, célèbre pour son son funky, notamment de Superstition de Stevie Wonder, mais aussi très utilisé dans les sons disco, encore actuellement aussi en pop, R&B, voire même aussi dans le hip-hop. Donc on a tous les réglages classiques de l'instrument à disposition, avec en plus ici des combos et un ampli. On peut ouvrir la machine aussi comme ceci pour accéder à d'autres réglages supplémentaires. Je me propose plutôt de vous faire découvrir les sons, ça sera certainement plus parlant. Alors ici on va dans le navigateur, j'ai sélectionné quelques petits sons de favoris qu'on va écouter ensemble. Je sais pas si vous entendez, on entend le petit souffle par défaut, c'est pas dans mon casque, c'est vraiment dans l'origine, vraiment quand on allume l'original, on a ce souci encore du détail avec le petit bruit de fond qui est vraiment typique. Alors c'est encore plus accentué. Voilà, on clique ici pour revenir, donc on peut même jouer avec ici les vélocités, la vélocité sur l'instrument. Vraiment quelque chose qui est très bien fait, visuellement très joli aussi, avec possibilité d'assigner tous les paramètres que vous voyez en rose, ou enfin avec des nuances de rose ou de violet, tout ça c'est assignable à vos contrôleurs. Et vous pouvez jouer aussi à clic-souris si vous voulez. Voilà, donc ça c'en est tout pour le clavinette. J'aurai l'occasion pour les nouveautés, même sur les anciens instruments, de vous les présenter individuellement. Je le ferai au fur et à mesure des tutos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo, savoir si vous souhaitez que je vous explique plus en détail chacun des instruments de la V collection. Alors, maintenant on va parler du Buchla Easel. Donc c'est un synthétiseur qui a été créé par Don Buchla, l'appareil plus connu sous le nom de Easel, qui fut l'un des premiers donc synthétiseurs semi-modulaires, c'est-à-dire que les options créatives sont quasiment
illimité, aussi bien pour le musicien que pour l'artiste. Son créateur souhaitait plutôt parler de boîte à son plutôt que d'un synthé. Dans la doc, d'ailleurs, on nous explique bien qu'il a été obligé d'ajouter un clavier tactile, hein, déjà pas mal pour l'époque, pour que ça puisse se vendre. Et il a surtout été l'inventeur du VCO, le Voltage Control Oscillator. En gros, il fait jouer l'oscillateur avec des tensions, ce qui lui évite de tourner le bouton avec sa petite main, ce qu'on fait facilement maintenant avec des automations de paramètres. L'interface fonctionne ici avec un code couleur. Ça paraît complexe, mais si on se réfère aux couleurs, on retrouve facilement son chemin. On a ici une section d'oscillateur où on peut sélectionner le type de courbe, la modifier avec le curseur de timbre. On a donc ici une section de modulation avec une option de quantisation qui peut être sympa pour rester au tempo de la session, parce qu'on verra qu'on peut vite partir dans des sons un peu olé olé avec ce type de machine. On a également donc une section d'enveloppe, une section de filtre, enfin tout ce qu'il faut pour faire du bon son. On peut impulser une séquence ici. On peut également, on a un générateur d'impulsion avec le pulseur aussi ici, les fameux routages CV en entrée qui sont noirs et en sortie avec des couleurs. En gros, c'est assez facile de s'y retrouver. On a une rangée ici d'interrupteurs, on a une rangée ici de curseurs pour contrôler manuellement les modules avec les tensions. On a ici ce qu'on appelle donc le patch bay, c'est la section des câbles de liaison des différents modules. Et ici, on a une bande de contrôle de tension du clavier, c'est-à-dire que c'est le clavier qui devient la source de contrôle de tension. Alors ici, on aura plutôt des sons de texture ambiante avec de larges panoramiques, avec des séquences répétitives, plus ou moins expérimentales. C'est un synthé particulier qui pourra certainement vous surprendre. Donc on peut peut-être voir un exemple de son. Je vais prendre un son à la limite, non, plutôt dans All Type, Template, on va prendre un défaut. Toc, je reviens à l'interface, son par défaut. On va faire un exemple avec des tensions. Hop, alors, vous avez vu qu'on peut aussi rajouter des câbles sur d'autres câbles. Enfin, c'est assez pratique, il faudra expérimenter ça. Par exemple, voilà, je vais prendre le séquenceur, donc la sortie ici du séquenceur, pour le mettre ici dans le timbre, voilà. Vous voyez, je peux avoir une action du séquenceur sur l'oscillateur. Vous voyez, c'est rien de bien compliqué quand on sait ce qu'on fait. Voilà. Alors, après, on va ici dans les choses additionnelles avec 4 sections, la left hand, right hand, gravity et effect. Alors ça c'est super intéressant, c'est ce qui a été rajouté. Donc en plus on a le left hand ici, on a donc 5 zones qui vont nous permettre de créer en fait des courbes de tension de contrôle plus ou moins complexes avec des dessins, vous voyez, voilà, avec des références, des points, level, une vitesse sur ce qu'on veut. En fait, on peut paramétrer quasiment tout sur tout. Ici, le right hand. Dans le right hand, on a un séquenceur pour générer justement des séquences polyphoniques qu'on peut dessiner, voilà, tout simplement. Ici, on a Gravity. Alors, je vais revenir sur un module, comme j'ai fait n'importe quoi, je vais revenir sur le module par défaut. Voilà, sur... Donc, attendez, on va revenir sur... Je vais refaire mon petit truc de tout à l'heure. Voilà, on va développer et on va aller donc dans le Gravity. Alors Gravity, c'est assez extraordinaire puisque c'est un système de gravité qui va permettre de créer pour créer en fait des tensions de contrôle avec des projectiles qui entrent en collision avec des planètes, des trous blancs, des trous noirs, un espèce de gate un répulseur qui va permettre de passer d'une porte vers une autre et avec des murs dans tous les sens. Enfin, on va prendre un exemple, je sais pas ce que ça va donner, je le fais en direct. Alors on va prendre un paramètre, je sais pas, sur le séquenceur. Ou alors peut-être prendre un son.
Alors, hop, alors vous voyez, ça, on a un mouvement vers l'extérieur, on peut grandir, ici, un trou noir, donc il absorbe, ici, on a un mur qu'on peut redimensionner comme on veut, et le déplacer comme on veut, tuc, et ici, on a une sorte de gate, c'est-à-dire on va faire arriver à un endroit et faire sortir de l'autre. Vous voyez qu'on sait que là ça rentre et là ça sort. Alors je vais peut-être plutôt prendre un son avec lequel on a déjà quelque chose, à moins que j'arrive à faire peut-être quelque chose. On va prendre l'enveloppe. Ouais, on va peut-être plutôt prendre un son qui a déjà été créé, voilà. Je vais essayer de le modifier. Vous voyez, là, il ne peut pas rentrer, mais il peut rentrer par là. Alors, il peut rentrer par là, et il va ressortir par là. Enfin, je trouve ça, cette idée vraiment extraordinaire. C'est très très ludique en plus, mais je pense qu'au-delà du côté ludique, on peut vraiment changer. Ce qui va être intéressant là-dessus, c'est que souvent on veut moduler un paramètre, il est fait soit par rapport à un LFO avec une courbe cyclique, soit avec une enveloppe qui est souvent redondante et dans laquelle on n'a pas de paramètres. On a toujours une constance qui revient, soit avec le mode de déclenchement, avec le trigger, mais là, on a vraiment quelque chose d'aléatoire, un peu calculé, mais qui va vraiment permettre d'apporter une modulation. Je trouve ce système vraiment très bien pensé, au-delà du côté ludique. On va tester les petits sons, des favoris, pour que vous ayez quand même une idée. Ça, c'est du gros son pour le petit jeune. Ça vous fait penser à quelqu'un? Oh, ça me fait penser à une vieille série, ça.
Et voilà pour le Buchla Easel. Parlons maintenant du DX7. C'est le synthé de Yamaha, l'un des plus connus au monde. Que vous ayez écouté la radio, regardé un film ou écouté un disque des années 80, vous aurez obligatoirement entendu parler du son du DX7. C'est un synthé réputé difficile à programmer, c'est pour ça que c'est ce qui fait vraiment toute son originalité. Contrairement au synthé d'époque qui utilisait la synthèse soustractive, dans le principe c'est on retire des fréquences avec des fils pour générer d'autres sonorités, toujours comme actuellement on utilise toujours la synthèse soustractive, même avec les synthés virtuels de dernière génération. Et là, on avait la possibilité pour la première fois de programmer des sons avec une nouvelle synthèse, ce qu'on appelle la FM, FM pour Frequency Modulation, c'est-à-dire que les oscillateurs, qu'on appelle les opérateurs en synthèse FM, vont se moduler entre eux afin de générer des sons multiples. Ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'ici Arturia a gardé le code couleur du synthé original en apportant justement des améliorations pour multiplier les performances, comme on va le regarder rapidement. Ici, donc l'interface est fermée comme ceci, ouverte comme ceci. On peut choisir les algorithmes comme ceci, toc. Donc on a les paramètres des opérateurs habituels, avec les ratios, le volume, oscillateurs, les filtres, etc. Tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne très bien. Ici, on a donc la section des enveloppes avec choix de diverses courbes en fonction de l'opérateur sélectionné. Ici, on a une section de modulation surpuissante. Là, on peut faire vraiment des choses extraordinaires. On a ici, vous voyez, la section LFO. On a 2 LFO avec un séquenceur. On a ici 2 enveloppes. Ici, une grosse section, une grosse matrice de modulation qui est assez impressionnante. On va essayer de faire un petit test. Par exemple, hop, je vais sélectionner ici une source. Par exemple, on va prendre, je vais dire par exemple le LFO 1, et je veux qu'il ait une action sur quoi? Sur, je sais pas, par exemple sur le volume. Voilà, et ici, je vais doser l'intensité du LFO sur le volume, tout simplement. Voilà, ça me fait comme un effet de sidechain, c'est-à-dire j'utilise mon LFO pour gérer mon module. Je peux dire, enfin mon volume. Je peux dire également, je veux qu'il y ait par exemple le séquenceur, voilà, qui va avoir une action sur quoi? Sur la transposition par exemple. Je sais pas trop ce que ça va donner. Alors bien évidemment, il faut que je dessine quelque chose. Toc. On va essayer de dessiner quelque chose, je sais pas si ça va faire. Alors vous voyez, les possibilités créatives sont vraiment illimitées. On a une section ici d'effets qu'on peut mettre en parallèle ou en série, soit on suit les flèches, c'est à la queue leu, ou sinon en parallèle, c'est-à-dire indépendamment, on a celle-ci qui va dans celle-là et celle-là qui va dans celle-là. Donc c'est relativement bien fait, on aura l'occasion d'y revenir si vous souhaitez que je fasse un tuto dédié sur le DX7. On va écouter les petits sons qui vont bien. Alors, bon, le problème c'est que je vais essayer d'aller vite parce que j'ai mis vraiment beaucoup de favoris, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien. On va faire le petit test. Hop. Typique du DX7. Vraiment pur, si vous écoutez au casque, le son est vraiment pur.
Comme c'est pur.
fait penser au Grand Bleu, ça. Un petit son plucked. Voilà pour le DX7. Alors maintenant on va voir le CMI de Fairlight, qui est un synthétiseur qui a été créé en 79, un synthétiseur révolutionnaire pour l'époque, car on le considère comme étant le premier sampler, le premier échantillonneur, c'est-à-dire qui permet d'éditer des échantillons sonores. On peut toujours jouer avec ces sonorités qui vous rappelleront certainement un certain groupe connu. Un petit clavier ici qui sert à rien mais qui nous rappelle les anciens bruits de touches de l'époque. On a ici des macros, des assignations MIDI affectées donc à des faders, et ici on a donc le screener, le screen comme ça, où on clique dedans pour l'ouvrir et on rentre ici vraiment dans la bête. On se retrouve ici avec 10 slots, c'est-à-dire des compartiments multitimbro et polyphoniques, c'est-à-dire qu'on peut jouer plusieurs sons et plusieurs notes en même temps. On peut voir ici les formes d'ondes en temps réel. On peut ajouter des effets sur le master, on a un séquenceur, on a même un nouveau synthé spectral ici qui permet de balayer les sons. Enfin, on peut vraiment faire énormément de choses, même si certains peuvent considérer que c'est un simple échantillonneur d'époque tout simple, mais plus je l'utilise, plus je me rends compte en fait de ses possibilités qui sont énormes. D'ailleurs, vous entendrez tout à l'heure, je vais faire un petit test avec les sons. C'est assez impressionnant ce qu'on peut faire. Ici, alors comment ça se passe? On a soit le mode de sampling, c'est-à-dire qu'on va, on va sélectionner en fait ici, vous voyez, on peut le jouer. Vous voyez, ça vous rappelle un certain groupe connu. En quelque sorte, ici, on peut glisser un échantillon, alors soit en utiliser un de la bibliothèque native de CMI. Ici, on peut sélectionner notre son. Ici, on revient dans la partie contrôle où on peut l'éditer avec plusieurs paramètres, le sample start, le déplacer, la longueur, on peut le tourner en boucle avec un aller-retour, enfin bref, on peut faire énormément de choses, et tout ça multiplié par 10 slots, c'est quand même assez intéressant. Ici, on a la possibilité, si on le souhaite, d'éditer vos propres courbes. Vous voyez, ça c'est, moi j'ai fait joujou avec, c'est assez intéressant. Donc on va dessiner une courbe, il va nous la représenter sous forme d'échantillon, ici, qu'on peut voir d'ailleurs en 3D
si on souhaite. On peut zoomer ici, là, par exemple si vous êtes comme ça en sampling, on peut zoomer les parties. C'est assez intéressant. On va pouvoir ici faire des assignations comme on a vu sur les paramètres qu'on retrouve ici. Enfin, ça, j'aurai l'occasion de faire un tuto vraiment dédié. On a ici donc, des fonctions qu'on peut assigner, encore pareil, faire des courbes de partout, surtout. Le browser, je vous l'ai dit, on va sélectionner notre échantillon. Je vais vous donner un exemple, on peut même aller glisser là. Je vais aller chercher. Alors, on peut glisser des samples aussi bien AIF, Wave. Sur l'MP3, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je vais le glisser. Attends, hop. Voilà, je le prends. J'ai le petit plus et hop. Voilà. On peut gérer le volume. Je vais prendre un autre. Celui-ci. Voilà, je le remplace. Je vais le mettre en solo. On peut zoomer, on peut faire suivre en fonction du curseur par rapport à l'échantillon. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va pouvoir jouer avec les harmoniques si on souhaite changer la forme d'onde. Alors, vous voyez, on peut changer la forme ici, partir sur une forme d'onde. Enfin, c'est tellement, les possibilités sont tellement énormes que je suis loin d'en avoir fait le tour, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'un super tuto sur vraiment toutes ces possibilités. On a ici donc un séquenceur, on va pouvoir jouer les séquences comme ceci. Voilà, on start avec des plus longues notes. Hop, stop, on peut aussi l'enclencher par rapport à une note. On a un mixeur qui nous permet, donc ici avec les pistes qui correspondent à nos emplacements, nos slots, où on peut rajouter des effets. Sur celle-ci, je vais rajouter par exemple, je sais pas, une distorsion. Panoramique, envoi d'effet. Quand on sélectionne un effet, on peut toucher ces paramètres ici. Donc on peut aussi avoir un effet, donc on a une piste retour, on a une piste master. On a ici aussi le tune map qui va permettre de configurer l'accord et le clavier des 10 emplacements d'instruments. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour pas que ce tuto soit très très long, enfin cette présentation. On va plutôt aller tester les petits sons des favoris pour voir ce que ça donne. Ça, vous connaissez. Excellent, ça fait rappeler des vieilles sonorités quand j'étais gamin. Celui-là, je pense que c'est le son l'un des plus connus. J'explique même pas, vous aurez reconnu tout de suite. Un petit kick.
énorme cette séquence.
Enfin voilà pour le Fairlight CMI. Alors maintenant, donc on va parler du piano version 2, donc c'est la deuxième version du piano V, hein, qui comprend 3 nouveaux modèles supplémentaires, à savoir ici dans les types, le Japanese classique, le grand japonais. On va trouver le grand plucked, avec les sons unplugged, c'est tout ce qui est pincé, hein. Les sons pincés avec un son, un release très court, hein, un son très court, et le tac, le piano qu'on trouve dans la country ou dans les bars western. On va faire un petit son sur le Japanese. Voilà, alors le Japanese grand, ça donne ça. Alors vous voyez que ici ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes positions de micro pour le faire sonner différemment. On peut toujours donc ici jouer avec la vélocité, les courbes de vélocité. Donc position des micros, ici on va régler tout ce qui est ambiance, hein, au niveau des réverbérations notamment. Vous voyez, on a plusieurs micros sur celui-ci. Hop, là on a une autre reverb. Très propre, hein, comme piano. Alors après, on a le plucked, ici un petit peu particulier. Bien brillant. Et alors après, on a le tac piano. On retrouve dans les westerns. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Et donc maintenant, on a l'analogue Lab. Alors ici, donc 14 synthés, 6 pianos, 3 orgues pour 6540 presets. Hop. Alors, comment ça se passe? Ici, donc c'est la version 3 du célèbre laboratoire, hein, donc à son d'Arturia. Je trouve que l'interface ici est plus conviviale. On peut maintenant ici sélectionner le genre d'instrument qu'on souhaite utiliser. Voilà, donc on a les synthés, les types de piano, les orgues, les multis, hein, qui sont des couches de 2 instruments, avec donc toute des presets, des playlists. Ici, on a la possibilité d'aller sur le shop et de tester par exemple et d'acheter des banques de sons supplémentaires avec des possibilités de test. Il y en a également des gratuits, hein, que vous pouvez sélectionner ici, les sons house par exemple. Etc. etc. On a la possibilité aussi donc de redimensionner bien évidemment la fenêtre, les audio settings, les playlists qu'on peut afficher. Là, vous voyez que moi j'en avais créé pour l'occasion. Et on a aussi la possibilité d'exporter
des presets et aussi les playlists. Ça peut être intéressant si jamais vous voulez, vous avez, comme là j'ai fait des playlists, je voudrais l'utiliser sur mon ordi portable ou ou le partager avec d'autres avec qui vous collaborez pour travailler sur des projets. Ça peut être intéressant, c'est une nouvelle fonctionnalité. Voilà, c'est à peu près tout sur cette version 3 d'Analog. C'est pas réducteur, hein, c'est à peu près tout, mais c'est quand même très bien fait. Alors si en plus vous avez un clavier Arturia, votre créativité elle sera facilitée, tout simplement parce que vous avez les principaux paramètres de chaque son sont mappés et assignés ici au rotatif ou au fader en fonction du clavier que vous avez acheté. Je vous invite à aller consulter justement ma vidéo où je présente plus en détail le Minilab d'MK2 d'Arturia pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, et j'ai une deuxième vidéo également qui explique comment faire fonctionner Analog Lab plus en détail. Alors en conclusion, voilà, je pense avoir fait le tour des nouveautés de la version 6 de la V-Collection d'Arturia. Mon sentiment premier, c'est que c'est une très bonne surprise dans le contenu, mais aussi, encore une fois, dans la qualité sonore, et aussi de l'interface graphique qui est très réaliste, très fonctionnelle, avec de très bonnes idées en matière d'évolution, hein, des aménagements qui ont été ajoutés aux instruments. Pour moi, c'est vraiment une réussite, et c'est le bundle indispensable si vous voulez faire vraiment du gros son. Je le dis souvent lors d'échanges sur les réseaux sociaux avec mes abonnés, il y a une règle, à mon sens, qui est super importante quand on compose ou quand on crée des sons, c'est less is more. C'est moins on en met, mieux ça sera. Je parle bien évidemment des sons. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins vous utiliserez en fait de sons dans votre composition, plus ils auront de l'espace pour s'exprimer. Ça sera un peu moins fouillis dans les fréquences qui se chevauchent. Mais pour ça, en fait, il faut des sons qui sont vraiment purs. Et les sons purs, vous les auriez chez Arturia. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous souhaitez que je fasse des tutos en particulier sur tel ou tel instrument de la V-Collection. Et je vous dis à ciao ciao.